D'accord, on va donc continuer avec la suite du coup en ce qui concerne en fait les fonctions. Donc, nous allons voir maintenant la notion de fonction. Et bien évidemment, on va insister également sur la notion de scope. Vous vous rappelez bien la portée en fait, que c'est la portée des fonctions, la portée des variables, ainsi de suite. Donc, ce sera l'objectif de cette nouvelle partie. Alors, lorsqu'on parle de fonction en fait, en JavaScript, c'est dans une fonction, on a ce qu'on appelle des instructions. Les fonctions nous permettent de faire quoi? De regrouper un ensemble de code. Et pour déclarer les fonctions en JavaScript, on utilise bien évidemment un mot-clé, le mot-clé function. On utilise le mot-clé function. Lorsqu'on dit function, on va définir le nom de notre fonction. Donc, nom de la fonction. On définit toujours le nom de la fonction. On ouvre, on ouvre notre parenthèse. Ok, je disais tantôt que en JavaScript, on, on utilise également les fonctions qui vont nous permettre de regrouper en fait un ensemble de codes. Et pour utiliser les fonctions, bien évidemment, on les déclare toujours en utilisant un mot-clé. Le mot-clé pour déclarer une fonction, c'est quoi? On écrit bien function, on précise le nom de notre fonction. Et bien évidemment, s'il y a des paramètres, on va définir les paramètres. On va dire paramètre 1, paramètre 2, et ainsi de suite. Si on a les paramètres, et une fois qu'on a mis les paramètres, on ouvre notre bloc pour définir l'ensemble des instructions qui vont être exécutées. Ça, c'est la syntaxe ou la déclaration en fait des fonctions en JavaScript. C'est assez simple, c'est presque la même chose en presque, et bien dit presque la même chose en C++. Mais en C++, on avait un type. Ce qu'il faut retenir, c'est que en JavaScript n'est pas un langage typé strictement comme en C++. Donc ici, là, on n'a pas besoin à chaque fois de préciser les types de données. Vous avez remarqué cela. Déjà, au niveau des variables, on n'a pas de type. On ne précise pas les types en fait des variables. Au niveau des fonctions également, on ne précise pas les types. Donc, ce n'est pas, JavaScript n'a pas en fait un typage strict, c'est ce qu'il faut donc retenir. Alors, si vous regardez la syntaxe de déclaration en fait, de la fonction, vous allez voir, premièrement, qu'est-ce qu'on a? On a le nom de la fonction qui est suivi des paramètres qu'on veut en fait. Donc là, ça devait être param. Et maintenant, comment donc appeler une fonction en JavaScript? Si par exemple, j'ai écrit ma fonction et que je vais l'appeler, comment est-ce que je peux l'appeler? Le même principe que d'autres langages. Moi, je dois appeler le nom de la fonction en fait. Donc, l'appel de la fonction, c'est la même chose. Si j'ai écrit ma fonction aussi, nom fonction, je suppose par exemple que c'est le nom de ma fonction et que je vais l'appeler. Qu'est-ce que je fais? Je définis, je donne juste son nom, j'ouvre les accolades, je les ferme, je mets mon point virgule. On va donc dire là que j'ai appelé ma fonction qui a été écrite plus haut et elle va s'exécuter de manière normale. Et si elle avait les arguments, bien évidemment que je vais préciser donc tous ces arguments-là. Si elle avait les paramètres, en fait, ça veut dire quoi? Je vais préciser les différents arguments à l'appel. Jusqu'à l'appel, on parle plus d'arguments. Je vais définir directement les différents arguments. Est-ce que vous voyez la différence? Ok. À la définition d'une fonction, on parle de paramètres. Et à l'appel, on parle d'arguments. C'est ce qu'il faut retenir. Un argument est passé à l'appel d'une fonction et les paramètres sont passés à la définition en fait, de la fonction. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que une fonction en JavaScript peut bien évidemment retourner quelque chose. Et lorsqu'on retourne quelque chose, il faudra bien récupérer cette chose-là lors de l'appel. Est-ce que c'est clair? C'est assez simple. On va faire un exemple très simple. Je vais donc commenter ce code ici pour qu'on n'ait pas d'erreur. Bon, ça veut qu'en JavaScript, ce n'est pas comme le C++. Hein. JavaScript est interprété. Donc, s'il y a erreur, ça ne regarde pas trop s'il y a l'erreur. En JavaScript, quand il y a erreur, en C++, en fait, quand il y a erreur, le code ne se compile même pas. C'est la différence ici avec les langages interprétés et les langages compilés. Interprété, c'est-à-dire que le navigateur exécute ligne par ligne, il avance. Or, avec le langage compilé, tout le code est compilé à la fois. S'il y a une erreur quelque part, le programme s'arrête. Vous voyez la différence? Je disais ceci. JavaScript est un langage interprété.
C'est-à-dire quoi? Le navigateur qui est notre interpréteur va interpréter, exécuter ligne par ligne en fait. Il exécute chaque ligne, il interprète chaque ligne. Donc si je viens par exemple ici, je mets une instruction qui ne marche pas, il va interpréter, ça n'aura pas de résultat, il va passer à la ligne suivante. Ainsi de suite, il passe à la ligne suivante. Or, avec les langages compilés comme le C++, lorsque vous faites une erreur, directement le code s'arrête. Donc c'est un langage interprété, les instructions sont interprétées ligne par ligne. Donc pour vous montrer un exemple simple en ce qui concerne les fonctions, qu'est-ce qu'on peut vouloir faire? On peut vouloir interroger en fait l'année en cours. Donc, par exemple, je veux faire une instruction très simple, je veux par exemple regarder l'année. Je veux décaler par exemple une fonction qui va s'appeler function how, j'aime bien nommer en anglais, how old, quelle année? On va prendre par exemple un paramètre l'année en question, une année. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir récupérer l'année en question. Bon, on va faire là, on va ouvrir par exemple les accolades. Qu'est-ce que je fais? Je vais déclarer par exemple une variable qui va s'appeler l'année en cours. Bon, je vais prendre ça comme current year. Vous savez pourquoi on écrit toujours les variables en anglais? Pour éviter les accents. Et c'est une nomenclature le plus souvent dans tous les codes que vous allez rencontrer, que ce soit en ligne, que ce soit dans les entreprises, les startups. Le code sera toujours en anglais parce qu'on privilégie le fait que plusieurs personnes peuvent toucher le code et on évite aussi également la nomenclature des dates, la nomenclature avec les accents en fait. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer la date en cours en utilisant la fonction date que propose JavaScript. Donc pour récupérer l'année en cours, j'utilise la variable date. J'appelle sa fonction en fait qu'on appelle get full year. Donc ça c'est du JavaScript pur. Au fur et à mesure qu'on avance, vous allez voir certaines fonctions du langage, puisqu'on ne peut pas voir toutes les fonctions, c'est forcément. Donc, quand on avance, ça vous montre certaines choses qui existent. Donc, on peut manipuler les dates en JavaScript. Mais c'est déconseillé le plus souvent. Le plus souvent, quand on manipule les dates, on manipule directement dans le langage en question. Dans le langage de programmation proprement dit. C'est de manipuler les dates en JavaScript, c'est assez compliqué. Donc, si veut récupérer en fait l'année en cours, qu'est-ce qu'il fait? Il fait new date, il fait le get full year. Là, j'ai récupéré l'année. Qu'est-ce que je peux faire donc? Je peux donc retourner en fait l'année en question. Je peux faire un return. Donc, en fait, il veut chercher, il veut récupérer quoi? Le nombre d'années entre une date et une autre. Donc, je suppose par exemple que quelqu'un a peut-être, il est né par exemple en 2015, il va avoir son âge en 2023. Tout à l'heure, alors si vous vous rappelez du coup de l'autre jour, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit ceci. On pouvait utiliser le new. On pouvait utiliser le new pour faire quoi? J'avais parlé du new au niveau du. Lorsque je parlais, en fait, quand on devait utiliser soit le DOM, on devait parler du DOM, on devait utiliser le new. Le new est utilisé pour la création des objets. On a utilisé la méthode array tout à l'heure pour créer un tableau. Puisque le array c'est un objet, et pour créer des objets, on utilise quoi? Le new. C'est la même chose ici là. Date est un objet JavaScript. Et si on veut créer une variable à partir de cet objet-ci là, on utilise le new pour pouvoir extenser cela en fait. Donc quand il fait new en fait, ça ne veut pas créer une date en fait. Puisque date en JavaScript c'est un objet qui permet de gérer les dates. En fait, dans la définition de cette date, on a la fonction getFullYear qui permet de récupérer l'année en cours. Maintenant, à l'année en cours, qu'est-ce que je fais? Donc, dit c'est un objet du langage. J'ai bien dit que c'est à côté, on a la fonction getFullYear qui permet de récupérer la date. Maintenant, je veux retourner l'année en fonction de le nombre d'années en fonction de l'année qu'on m'a donné en paramètre. Raison pour laquelle je fais un return year que j'ai déclaré ici là de quoi? Moins l'année qu'on m'a donné ici là. Donc, par exemple, c'est pour déterminer l'âge de quelqu'un. Et il peut appeler en fait cela après. Donc, pour un exemple, il peut faire par exemple il peut faire var âge reçoit quoi? Je vais prendre celui-ci. How old? Par exemple, combien? On va prendre par exemple 1980.
Normalement, s'il n'y a pas d'erreur, c'est censé marcher. Donc, si il fait par exemple console.log, il peut faire un console.log. On peut faire un console.log là pour afficher. Donc, on va dire par exemple que c'est l'utilisateur tel à tel nombre d'années. On va dire par exemple, bon, on va prendre par exemple, on va dire par exemple, bon, le nom m'échappe. On peut dire par exemple Brian. Brian a tel nombre d'années. Donc, on va dire par Brian, on fait la concaténation. On va utiliser notre hash. On fait encore la concaténation. Et on affiche par exemple, Brian a âge. Non, on va dire an plutôt. Donc, on va dire Brian a peut-être, quand ça va calculer, ça va mettre quelle année là. On va dire an. Et on a terminé. On a déclaré une fonction et on appelle la fonction et on met le contenu dans quoi. On a dit que la fonction devait retourner une certaine valeur. Maintenant, lorsque la fonction, je vais exécuter maintenant la fonction. Pour exécuter la fonction, qu'est-ce que je fais? C'est la fonction que j'ai appelée. Je passe sur le paramètre et je mets le résultat. Puisque ça retournait quelque chose, je mets le résultat dans H. Mais je peux continuer mon programme. Je continue mon programme en disant que je veux afficher l'âge en question que je viens de récupérer dans une c'est dans une variable, donc j'ai déjà l'âge dans la variable âge, donc je peux donc afficher ça où je veux dans mon programme. Alors maintenant, nous allons parler un peu de la portée, des différentes portées qu'on a, que ce soit au niveau des variables, que ce soit au niveau des fonctions. Alors si on parlait de portée, les variables en fait dans une, je pense qu'on a fait ça la dernière fois, les variables dans une fonction, le portée est comment? Bon, avant d'arriver même là, lorsqu'on parle de JavaScript, on a ce qu'on appelle la portée locale. Lorsqu'on parle de variables globales, c'est-à-dire quoi sont les variables qui sont déclarées dans le document en fait. Donc, toutes les variables que je déclare en dehors d'un bloc d'instruction, que ce soit en dehors des structures de contrôle, des structures conditionnelles, des boucles, sont des variables globales. Ils sont définis dans le document tout entier. Comme par exemple la variable âge ici par exemple. Âge dans ce cas est une variable globale. Alors, les variables locales maintenant sont des variables qui sont déclarées à l'intérieur d'un bloc d'instruction. Par exemple, dans la fonction howhold, la variable current here est une variable locale. Lorsqu'on est encore ici, là, par exemple, dans les boucles, s'il vient déclarer une variable ici à l'intérieur, la variable en question sera locale. C'est-à-dire quoi? La variable est détruite dès qu'on sort du bloc d'instruction. Donc, si je déclare une variable dans le while et que je viens l'appeler à l'extérieur, ça ne fonctionnera pas. Même chose, si j'ai déclaré une variable current here, par exemple, ici, et que je tente de l'afficher ici, là, en fait, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que la variable current est locale à la fonction whoall. Donc, une fois que la fonction est exécutée, la variable est détruite. Donc, une fois que j'ai déjà appelé cette fonction ici, là, si je tente d'afficher current, ça ne fonctionne plus parce que la variable est détruite après l'exécution de la fonction. Quand on sera dans le bloc d'instruction, le plus souvent, on va utiliser le mot-clé let. Donc, quand il sera par exemple ici, là, je pourrais directement mettre let. Le plus souvent, lorsqu'on a fait au variable local, vous allez voir, on va toujours mettre let. On va toujours mettre un let partout là. Mais quand ce sera des variables globales, le plus souvent, vous allez voir des var. Donc, le plus souvent, c'est comme ça. Et quand ce sont des constantes, on va mettre bien évidemment des const. Donc, le plus souvent, quand vous allez entrer dans un code, quand vous allez voir var, vous allez directement savoir que bon, si ces personnes ont respecté les règles, dès que vous allez voir let, ça sera variable locale. Dès que vous allez voir var, variable globale. Mais le plus souvent, bon, certaines personnes utilisent ça à tout et à travers. Donc, que ce soit le var ou le let, utilisez n'importe où, mais ça fonctionne également. Mais on privilégie que les lettres, c'est pour les variables locales et le var, c'est pour les variables globales. Et les consts, c'est pour déclarer des constantes, bien évidemment. Donc, toutes les variables qui seront déclarées donc hors d'une fonction seront des variables globales d'office. Dès que vous voyez une variable qui est hors d'une fonction, vous savez que c'est une variable globale. OK. On peut faire un exemple très simple pour que vous puissiez me dire un peu ce que vous comprenez. Donc, si on veut peut-être faire des tests sur les variables, je pense que ça peut être intéressant. Donc là, on peut par exemple commenter ça. OK. On va faire un exemple simple.
Pour essayer de voir si vous avez très bien compris. OK. Et si on décrit une fonction, par exemple, qui va permettre d'écrire des variables. Donc, première chose, on va d'abord déclarer une variable. On va dire qu'elle est globale. On va par exemple dire la var my variable qui va contenir quoi? Juste une chaîne de caractères. I am global. Je dis que je suis global. Donc, on va mettre ça en français. Je suis global pour dire quoi? Une variable. OK. Par la suite, qu'est-ce qu'on va dire? On va déclarer une fonction qui va permettre de faire quoi? Qui va permettre d'afficher la chaîne de caractères myvar. C'est possible. Parce que la variable étant globale, on va d'abord essayer d'écrire une fonction qui va permettre d'afficher cela. C'est vous qui allez me donner le résultat à la fin. Donc, je vais juste écrire un exemple là. Bon, je peux déclarer une fonction myFunction. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire my. Bon, on va déclarer une fonction, par exemple, function white global. C'est-à-dire qu'on va écrire avec une variable globale. Donc, on va exécuter une variable globale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un console.log. Vous vous rappelez bien, pour lorsqu'on veut débugger, on va utiliser le console.log. Et on va afficher dans la variable en question. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai déclaré juste une fonction void globale qui me permet de faire quoi? D'afficher une variable qui était globale. OK. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher la variable globale en fait. En fait, je vais modifier le contenu de ma variable globale à partir d'une fonction. C'est vous qui allez me donner le résultat après. Qu'est-ce que ça donne? Donc, je vais donc définir une fonction qui va permettre de modifier. Vous vous rappelez bien ce qu'on a fait en C++. Vous allez me dire ce qui va se passer. Donc, je vais modifier le contenu de la variable globale myvar. Je vais dire par exemple set global. Vous vous rappelez bien des mutateurs et des. Vous devez comprendre. Je vais faire un set global, c'est-à-dire qu'il faut modifier la variable globale. Et il veut faire également un affichage local. Il veut faire une modification d'une variable globale et faire un affichage local. Je vous guide même déjà dans les questions qu'il va vous poser plus tard. Donc ma fonction va permettre de faire quoi? De modifier une variable globale et de faire un affichage local. Je modifie une valeur globale, donc je prends en paramètre la valeur, la nouvelle valeur. Donc je prends la new value. J'ouvre donc mes accolades. Je peux donc commencer. Je veux modifier tout d'abord la variable myvar. Donc je précise la myvar va recevoir quoi? La nouvelle valeur, new value, qui a été pris en paramètre. C'est clair pour vous. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais déclarer une variable, par exemple, locale. Je vais faire une écriture locale, c'est-à-dire quand je déclare une variable locale qui va s'appeler myvar également. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire I am local. Donc je suis local, je suis une variable locale. Alors, une fois que c'est fait, je peux donc afficher comme la fonction le demandait. Première chose, c'était quoi? La modification. La deuxième chose, c'est l'affichage. Je fais dans une console.log de quoi? De myvar. Là, j'ai terminé avec ma fonction. Maintenant, je vais faire une écriture globale. Comment donc je peux faire une écriture globale? Je vais créer dans une fonction qui va faire une écriture globale. C'est-à-dire quoi? Je vais donc appeler, bon, pas qu'il va créer une fonction, il va appeler les différentes fonctions pour voir ce qui va se passer. Donc, première chose, pour appeler, je commence d'abord par la première. Donc, la première fonction, c'était quoi? C'était write global, point virgule. La deuxième fonction, c'était quoi? C'était set global et write local qui prenait en paramètre quoi? Une nouvelle valeur. Je mets là, par exemple, je suis toujours global. Bon,
Pour qu'on ait des retours à la ligne, qu'est-ce que je vais faire? Pour qu'on ait des retours à la ligne, je vais faire des échappements. Vous vous rappelez bien des échappements. Comment ça se passe là? Ok, anti-n. Ça va me permettre de faire des retours à la ligne en fait. Pour avoir des retours à la ligne, je mets les anti-n à chaque fois. Également ici, je mets anti/n. Ça va permettre de faire des retours à la ligne forcée. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait encore? Il fait un write global. Ça, c'est clair pour vous. Ah, d'accord, merci. Ok. Maintenant, selon vous, vous avez 2 minutes. Quel sera le résultat d'exécution de ce code-ci? Vous avez 2 minutes. À vous de bien lire et de me dire. Je veux le résultat du code en fait. Donc, après l'exécution de ces trois instructions, ces trois. Ok, global. Donc, vous avez dit je suis global, je suis local, je suis global. Et on voit si c'est correct. On va directement interpréter notre code. Je suis global, je suis local, je suis global. Donc, vous avez bien évidemment compris. Donc, il faut donc comprendre quoi? Qu'est-ce qu'il faut donc retenir sur ce que je voulais vous montrer? C'est pour voir est-ce que vous comprenez ce que nous avons fait. C'est très important avec JavaScript parce que ce sont des choses qui sont très. Ce n'est pas comme les langages compilés où vous aurez des erreurs. Le JavaScript est très. Vous faites très attention en fait parce que c'est un langage interprété. Donc, ce n'est pas un langage compilé où un code va être compilé. S'il y a les erreurs, vous allez voir. Ça passe directement. Donc, il faut faire très attention lorsque vous déclarez des variables. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que les variables qui seront déclarées partout en utilisant ici là, le mot-clé var seront interprétées avant l'exécution de la fonction. C'est ce qu'il faut comprendre. Si ça remporte, pourquoi? Parce qu'on a la variable, les variables la variable myvar en fait a été déclarée avant la fonction. Donc, elle va primer elle. Raison pour laquelle vous avez vu que lorsqu'on a appelé write global, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche la variable qui était ici là. Après, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fait un set global write local. Et on est en train de faire quoi? On est en train de modifier le contenu de ma variable avec la nouvelle valeur. Et c'est ça qu'on est en train d'afficher. Vous voyez on a modifié cela ici et on affiche cela. Donc forcément, il va comprendre que c'est ce qu'on veut faire. Mais maintenant, après, étant donné que ça a été modifié ici, là, lui, il ne comprend pas ça en fait. Parce qu'une fois que le code sera exécuté, la variable sera détruite. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, étant donné qu'elle sera détruite, il va revenir donc prendre cette valeur-ci pour venir l'afficher là. C'est ce qu'il fallait donc comprendre. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Donc ça c'est les trucs qui sont qu'il faudra bien regarder lorsque c'est en train de travailler. Alors une autre, on va faire une autre, on va aborder une autre notion très importante en JavaScript, c'est ce qu'on appelle les expressions de fonction. Alors c'est quoi une expression de fonction? Par exemple, on aura une certaine valeur, bien évidemment les tableaux. Je vous ai dit d'entrée que on va beaucoup utiliser les tableaux en JavaScript parce que les différentes valeurs qui vont être extraites en fait de notre base de données qui vont venir de notre backend seront toujours sauvegardées à l'intérieur des tableaux et on va beaucoup plus manipuler les tableaux. Et on a ce qu'on appelle les expressions de fonctions qui vont permettre de gérer facilement en fait de manière hum, très facile ces données-là en fait. Et lorsqu'on parle d'expressions de fonctions, on peut tout simplement dire qu'on va pouvoir écrire des fonctions qui n'ont pas de nom. Donc, on va pouvoir stocker en fait une fonction dans une variable. Est-ce que vous comprenez ça? On va créer une fonction qui n'a pas de nom, mais qui stocke une valeur dans une variable. C'est ce qu'on appelle les expressions de fonctions. En anglais, on appelle ça les function expressions. C'est le terme technique en JavaScript. Donc, un exemple d'application en fait des expressions de fonctions.
Je vais mettre le terme technique là pour pour vous repérer. Donc, on va faire des expressions de fonction. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, on a par exemple une variable qui va contenir un ensemble de valeurs. On va savoir par exemple quoi? On suppose par exemple c'est le solde les soldes des différents en fait, actionnaires d'une entreprise. Les différents gains pendant peut-être une période donnée. Je vais prendre par exemple un tableau, je te crée un tableau qui va contenir les différents soldes. L'autre aura peut-être 2000 euros, l'autre aura 5000 en fonction des apports, l'autre aura peut-être 9000. Donc voilà mon tableau. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais donc dire que bon, pendant la première année, il devait avoir ceci. Et la deuxième année également, il devait avoir le double. Mais étant donné que nous n'avons pas payé la première année, payer l'année en cours, on va donc doubler le résultat. Et pour doubler ce résultat, qu'est-ce que je peux faire? On va doubler le résultat en fait. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir doubler le résultat? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour retourner en fait le double de chaque résultat si en question? On peut utiliser donc ce qu'on appelle, voilà, on n'a pas besoin de boucles for forcément. On peut faire appel ici là à, oui, on peut faire appel à la boucle for qui va permettre de faire quoi? Qui va permettre de parcourir en fait le tableau et de doubler les éléments. Et pour faire la boucle for là, par exemple, on va faire appel à nouvelle, un nouveau mot-clé. Donc, qu'est-ce que je dois donc faire? Je vais donc créer une fonction expression, une expression de fonction qui va permettre d'écrire une fonction qui va récupérer chaque élément de mon tableau et de retourner son double. Est-ce que vous voyez ce que je vais faire? Je vais écrire une fonction qui va faire quoi? Qui pour chaque élément de mon tableau va retourner directement son double. Je vais l'afficher plus tard. Donc ma fonction va me permettre d'afficher le double de chaque élément pris en paramètre. Donc qu'est-ce que je dois donc faire? Décliner une fonction var qui va s'appeler display. On a dit qu'on veut l'appeler le carré, donc on va faire un display square. Pour faire notre display square, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va appeler donc notre fonction anonyme. On appelle souvent les fonctions anonymes, les fonctions qui n'ont pas de nom. Directement, je vais mettre directement la function. Ma fonction n'a pas de nom, mais peut avoir des paramètres. Je dis que ça va prendre en fait chaque solde en question. Donc je donne le paramètre sera quoi? Des soldes. Et qu'est-ce que ça doit faire? Pour chaque solde, tu vas m'afficher le carré de ce solde-là en fait. Donc tu vas faire un console.log. Console.log du solde en question. Fois solde. Donc c'est solde fois solde en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai écrit une fonction anonyme, une fonction qui n'a pas de nom. Donc, à chaque fois qu'on va parcourir chaque élément du tableau, on va le faire. Maintenant, pour parcourir, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser dans une fonction. En JavaScript, il y a la fonction for each qui permet de faire quoi? Pour dire pour chaque élément. Lorsque vous voulez parcourir un tableau en JavaScript, vous pouvez utiliser la fonction for each qui permet de récupérer chaque élément du tableau et de faire quelque chose en fait. Et ça se comprend. Et on applique cela à un tableau. Donc j'ai écrit ma fonction quoi? Display square qui va permettre de faire quoi? Qui prend en paramètre une valeur et retourne quoi? Le double de cette valeur. Est-ce que vous comprenez? Il y a ça. Donc quelque chose, s'il va appeler la fonction square avec n'importe quelle valeur, ça va retourner le double de la valeur. Et ça, c'est clair pour vous. Ok, c'est une fonction anonyme, elle n'a pas de nom. Donc elle doit être appelée quelque part. Bon, maintenant, j'ai dit que vous voulez retourner le double des soldes en question. Alors comment il fait pour retourner les doubles? Il faudrait donc que je puisse appliquer la fonction display square sur tous les éléments de mon tableau. Et comment je peux le faire? Je peux le faire donc en utilisant la fonction for each qui est liée au tableau. Ça, c'est la deuxième fonction que nous verrons sur les tableaux. Il faut déjà retenir. La première fonction sur les tableaux que nous avons vu, c'était quoi? C'était la fonction poche qui permettait d'ajouter un élément dans un tableau. Maintenant, nous allons voir la fonction for each qui permet d'accéder à un élément du tableau en fait et d'exécuter une certaine action.
Donc, par exemple, là, je vais faire value. Mon tableau s'appelait comment? S'appelait solde. Donc, je vais prendre le tableau solde, je vais parcourir chaque élément en faisant un for each. Donc, pour faire quoi? Pour parcourir les éléments de mon tableau. C'est clair pour vous. Je vais dire quoi? For each. Donc, pour chaque élément de mon tableau, qu'est-ce que je dois faire? Je vais appeler la fonction square, display square, qui permet de faire quoi? Il prend un élément et retourne quoi? Son double. Et affiche en fait son double en fait. Est-ce qu'on se comprend? Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est quoi? Je vais vous expliquer d'abord la fonction for each. La fonction for each permet de faire quoi? De parcourir le tableau et pour chaque élément du tableau, nous permettre de faire un certain nombre d'actions. Raison pour laquelle vous allez voir la syntaxe permet de faire quoi? De dire que pour chaque élément d'un tableau, on a une fonction anonyme. Ça, c'est la définition d'une fonction anonyme en fait. C'est que vous voyez là en fait la définition d'une fonction anonyme. Mais maintenant, étant donné qu'on ne veut pas faire comme ça, nous on a décidé d'écrire la fonction anonyme là et la stocker dans une variable. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, le code, c'est que vous voyez en fait, vous pouvez juste retirer ça comme ça, venir coller ça ici là à l'intérieur. Ça, c'est le fonctionnement en fait de la fonction each. Mais étant donné qu'on peut en JavaScript déclarer des fonctions dans une variable qui sont appelées en fait des fonctions anonymes, je peux donc créer ma fonction à part qui ne prend pas de nom qui est stocké dans une variable. Et maintenant, je précise juste le mot qui est function, je définis ses paramètres, je fais le code que je veux. Et après, je peux donc appeler cela ici. Donc, si je viens juste appeler cela ici, là, qu'est-ce que ça va faire? Je vais juste passer en fait ma fonction display square. Je passe juste la variable en fait. Puisque la variable fait quoi? C'est ce qui était à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je vais juste appeler ma variable. Ma variable contient quoi? Une fonction anonyme. Qui fait quoi? Qui va parcourir mon tableau, qui parcourt un tableau, en fait, qui prend une valeur et retourne le double de cette valeur. Mais maintenant, le problème, c'est que la fonction for each fait quoi? Elle parcourt chaque élément du tableau. Donc, lorsqu'on sera sur le premier élément du tableau, qu'est-ce qui va se passer? La fonction là va prendre ici là en argument le solde. Lorsqu'on sera sur le deuxième élément, le solde sera 5000. Le troisième élément, le solde sera 9000. Donc, for each va venir sélectionner chaque élément et fournir cela à notre fonction qui prenait comme paramètre solde. Ici, on affiche donc, vous aurez très bien le résultat escompté. C'est assez simple comme bonjour. En JavaScript, on peut déclarer, on peut définir des fonctions anonymes. Une fonction anonyme, c'est quoi? C'est une fonction qui n'a pas de nom. C'est-à-dire quoi? Je définis une fonction et je la stocke dans une variable pour pouvoir l'appeler plus tard. Dans ma fonction qui est définie. Maintenant, je vais l'utiliser. Comment je peux utiliser cette fonction anonyme? Une méthode pour l'utiliser, c'est de l'appeler par quelqu'un qui a besoin d'une fonction anonyme en fait. Par exemple, la fonction for each permet de parcourir un tableau et de récupérer chaque élément. Donc ça veut dire quoi? La fonction for each, à l'intérieur de sa définition, de son appel, prend en paramètre une fonction anonyme. Pourquoi on dit qu'elle prend en paramètre une fonction anonyme? Parce qu'elle va parcourir chaque élément du tableau et nous permettre d'exécuter un code, enfin, nous permettre de traiter cette valeur qu'on a pris en paramètre là. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est la syntaxe réelle de la fonction for each. Bien sûr, ce sera le même résultat. Si je veux faire la même chose, c'est quoi? C'est que pour faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Je vais dire, si je fais un for each de solde, je vais prendre ici là par exemple, je vais dire par exemple, je prends chaque solde, une variable que je suis en train de dire quoi? Lorsque tu vas parcourir le tableau solde, tu vas mettre le solde que le premier, chaque solde, tu vas mettre dans la variable solde et tu vas m'afficher cela en faisant console.log de solde. C'est le même résultat, c'est juste que ici là, j'ai déclaré une fonction anonyme en fait. Ici là, j'ai créé une fonction anonyme. Bon, ici là, c'est la syntaxe en fait d'une fonction for each en fait. Ça se comprend. Donc, si j'enregistre ma va actualiser encore, vous allez voir, on aura le résultat en double. Vous voyez, on aura le résultat deux fois.
Pour vous dire que c'est la même chose en fait. Ça, c'est clair pour vous. Donc, ça, c'est la même chose. Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre en ce qui concerne les fonctions anonymes. Donc, on retient des fonctions anonymes, qui sont des fonctions qui n'ont pas de nom. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut retenir sur les fonctions. Donc, et on va dire en fait du JavaScript que c'est un langage fonctionnel. Pourquoi on dit que c'est un langage fonctionnel? Parce qu'il fonctionne plus avec la notion de fonction en fait. Donc, tout ce qu'on fait en fait, c'est sous forme de fonction qu'on va définir cela. Mais bien évidemment également, JavaScript a évolué et de nos jours, c'est un langage de programmation proprement dit. Donc, on peut faire de la programmation orientée objet en JavaScript. Au départ, JavaScript était plus prototype. Mais maintenant, on va dire que JavaScript à la fois est un langage fonctionnel et avec JavaScript, on peut également créer des classes. Et donc, c'est un langage orienté objet parce qu'il nous permet de manipuler différents objets de notre classe. Et ça, c'est clair. Donc, une fonction va permettre de faire quoi? Si on veut retenir, dans une fonction qu'on déclare peut être assignée à une variable, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on a déclaré une fonction comme tout à l'heure, le retour, on peut mettre le retour de la fonction en fait dans une variable. Comme dans la variable, comme ici, il y a par exemple, on avait appelé la fonction whoAlt et son résultat, on l'a mis dans une variable. Une fonction peut également être passée en argument d'une autre fonction. Exemple palpable. Nous avons créé une fonction anonyme qui s'appelle quoi? Display square. Nous l'avons passé en paramètre à une autre fonction qui s'appelle quoi? For each. For each est une fonction liée au tableau. On a créé notre fonction display square et on a passé cette fonction-là, qui est une fonction anonyme, à notre fonction for each. Est-ce que c'est clair? Et une fonction également peut être le retour d'un autre type de fonction. Donc, il peut appeler une fonction, mais au retour, il appelle une autre fonction en fait. Nous avons vu en fait comment est-ce qu'on pouvait déclarer une fonction. Nous avons parlé également des fonctions anonymes. On a vu comment on pouvait parcourir une fonction avec le for each. Bon, souvent on appelle ça comme un type de boucle qui est lié par exemple à l'utilisation en fait des tableaux. Nous avons vu. Et je vous ai donné un exercice, bien évidemment, pour essayer d'appliquer ce que nous avons fait la dernière fois. Lorsqu'on remonte, quoi. Donc, au niveau des fonctions, nous avons vu bien évidemment la portée des fonctions. Je vous ai bien expliqué ce que c'était la portée, les portées locales et les portées globales proprement dit. Nous avons vu dans les expressions de fonctions. On pouvait déclarer une fonction anonyme, c'est-à-dire quoi? Une fonction qui n'a pas de nom, et mettre le contenu en fait dans une variable. Donc, qu'elle va retenir sera contenu dans une variable en fait. Ce que nous allons voir donc aujourd'hui, c'est qu'on va voir, on va essayer de parler dès à présent en fait du passage des paramètres. C'est bien vrai, on a déjà vu en utilisant lorsqu'on faisait le C++, mais c'est important de le rappeler. Donc, le passage en fait bon, je ne vais même pas parler de passage de paramètres proprement dit parce que vous connaissez déjà. On va faire le passage en fait des fonctions comme paramètre à une autre fonction. Ça doit vous dire quelque chose parce que c'est ce que nous avons fait. Je n'ai pas juste employer le terme technique la dernière fois. Lorsqu'on passe une fonction, en fait, en paramètre à une autre. Bon, il est tenté d'expliquer, en fait, le passage des fonctions comme paramètre, en fait. Donc, comment, l'exemple de la dernière fois, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un passage d'une fonction comme étant un paramètre. Et on peut toujours le reprendre. Regardez, par exemple, bon, si on veut prendre un autre exemple, ne pas toucher celui-ci, on peut repérer par la suite. On peut commencer ça. Alors, on va dire par exemple fonction comme paramètre. C'est une fonction comme paramètre. C'est-à-dire quoi? On a par exemple une variable var qui va contenir par exemple les langages de programmation. À l'intérieur, on va mettre un tableau qui contient par exemple deux langages. On va prendre là le Java et C++, de langage compilé. À l'intérieur maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce que nous avons fait le matin.
On veut donc passer une fonction comme argument, comme paramètre à une autre fonction. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre dans le langage en utilisant bien évidemment la boucle for each ou alors une fonction qui est liée au tableau. On va donc faire langage, point, on fait for each. Lorsqu'on fait notre for each, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va passer notre fonction, comme je dis tantôt, je dis fonction, passage de fonction comme paramètre. Donc, à l'intérieur de notre for each, qu'est-ce qu'on aura donc? On aura une fonction qui va être passée. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, en journée, quoi. Donc, on passe également une fonction comme cela, comme étant, donc on va mettre la fonction directement. On va prendre en paramètre quoi? Les éléments. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport aux fonctions anonymes? C'était à la fonction, à la boucle for each, par exemple. Donc, ça dit quoi? Il va parcourir notre tableau et à chaque fois, en fait, il va prendre un élément. Il va boucler, prendre chaque élément à chaque itération, en fait. Donc, pour chaque élément qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va donc pouvoir peut-être afficher cette valeur-là. Ouvrir les accolades et aller à la ligne. Je peux dire par exemple la même chose que nous avons fait plus haut, console.log. On affiche en fait l'élément en question. On va l'appeler peut-être, on l'appelle exactement. Et maintenant, chaque élément là qu'on a donc passé sera représenté comme un paramètre quoi, de notre fonction anonyme. Donc, ce qu'on va dire, c'est que un élément courant à une itération donnée. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre en fait en ce qui concerne le passage d'une fonction comme étant un paramètre. Il met directement la fonction en argument, en paramètre de ma fonction for each. En fait, maintenant, à chaque itération, donc, le paramètre élément sera défini. Lorsqu'on va parcourir, c'est la fonction aussi qui va faire, en fait, qui va donner à chaque élément, à chaque itération, l'élément en question. Donc, la première itération sera, le paramètre sera Java. À la deuxième itération, le paramètre sera donc C++. J'espère que c'est clair jusqu'ici. Ok. Donc, maintenant, la question que vous pouvez me poser maintenant, c'est de savoir quelle est la différence. Le matin, je vous ai parlé des fonctions, des expressions de fonctions. En fait, en anglais, on appelle ça function expression. Il y a la déclaration des fonctions. Déclaration des fonctions, c'est lorsque vous déclarez une fonction. Je déclare le nom de ma fonction, j'ouvre les accolades, je ferme les accolades, je définis le contenu, les instructions qui vont être exécutées dans ma fonction. Et maintenant, il vous parler des expressions de fonctions, c'est-à-dire quoi? Je déclare une fonction anonyme que je mets dans une variable. Quelle serait donc la différence entre les deux? Si je vous posez la question. On va prendre un exemple très simple pour essayer un peu de vous expliquer la différence entre les deux. Je vais par exemple commenter ça. J'espère que vous comprenez bien d'où nous sommes en train d'aller en fait. Ce sont les notions que vous aurez besoin par la suite pour faire votre cours ou quoi. On considère par exemple qu'on a une variable var. Bon, je vais prendre la my variable pour réfléchir. La my variable qui va contenir un peu I am global. Donc, je suis une variable, je suis global. Je vais un peu vous expliquer la différence entre les deux. Bon, on va utiliser les fonctions. On peut laisser les variables. On va prendre ça en fonction. Donc, je vais déclarer directement la fonction. On va prendre là par exemple function. On va faire la déclaration. Le premier type de fonction qu'on a, c'est quoi? C'est les fonctions. La déclaration des fonctions, non? C'est-à-dire quoi? On met le mot-clé function et on précise le nom de la fonction en fait. C'est un peu des subtilités qu'il y a entre les différents langages. Vous voyez, de l'autre côté, on a d'autres langages ont le méthode de définir les fonctions. D'autres ont une autre méthode pour définir les fonctions. Donc là, par exemple, ici, en JavaScript, comme je dit tantôt, pour déclarer une fonction, on utilise ça le mot-clé function, suivi du nom de la fonction. Bien évidemment, s'il y a des paramètres, on va préciser les paramètres. S'il n'y en a pas, on continue. Une fois que c'est dans ma fonction, je peux afficher, par exemple, un message à la console. Pour dire, par exemple, là, que je suis une fonction déclarée. Donc là, on va dire, par exemple, que je suis une fonction qui a été déclarée. En anglais, on va dire function declaration. J'espère que vous êtes avec moi.
Ok, là c'est le premier type de fonction, les fonctions qui sont déclarées. On les appelle les function declaration. Alors en deuxième, on va faire maintenant les function expression. On va voir un peu la différence entre les deux. Donc, pour faire une function expression, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser on va créer ce qu'on appelle une fonction anonyme, donc une fonction qui n'aura pas de nom. Et son contenu, on veut le mettre dans une variable. Je vais appeler ma variable, par exemple, expression, pour dire que c'est une fonction expression. À l'intérieur, je mets ma fonction. Puisque c'est une fonction anonyme, une fonction qui n'a pas de nom. Alors, il met juste le mot-clé function, il précise les paramètres s'il y en a. Et je peux implémenter ma fonction. À l'intérieur, je peux juste mettre un texte comme tout en haut. Je fais juste un console.log. Et à l'intérieur, je vais juste mettre là, je suis une expression, une fonction. Je vais dire tout simplement, je suis une expression de fonction. Ou encore en anglais, expression function. Là, c'est le nom qu'on appelle en anglais. Alors, une fois que c'est fait, vous comprenez très bien que je peux appeler les différentes fonctions. Je peux appeler la fonction déclaration. Je peux appeler la variable qui contient la fonction anonyme expression. Si j'appelle, ça va bien fonctionner. Alors, essayons donc d'appeler pour voir ce que ça va dire. Donc, si je fais, pour appeler la première fonction, je vais juste faire déclaration. Et c'est censé dire quelque chose. Et après, je fais quoi? Je fais expression. Ok. Alors, si nous allons donc, si nous allons donc en console, qu'est-ce qu'on va voir? On voit très bien, je suis global, je suis local, oh, il y a quelque chose là qui n'est pas. Vous dites, ouais, j'ai oublié d'actualiser en fait. Ok, vous voyez très bien écrit quoi? Je suis une fonction déclarée, je suis une fonction, une expression de fonction. Donc ça, c'est ce que ça donne à l'exécution en fait. Mais maintenant, la question que vous voulez vous poser, on a, lorsqu'on regarde par exemple comment on a défini en fait, on voit très bien que la définition en fait, telle qu'on a, telle qu'on a fait, il n'y a pas de problème. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord créé la déclaration de fonction et on a créé l'expression de fonction. Mais maintenant, essayons de mettre ceci avant. Vous allez me dire, je vous ai dit qu'en JavaScript, le code est exécuté ligne après ligne. Donc l'interprétation en fait du code JavaScript est, est faite ligne après ligne. Donc je vais essayer de mettre plutôt les appels plutôt en haut. On va voir ce qui va se passer. Exactement. Exactement. Ok. Vous voyez que lorsque je le fais, qu'est-ce qui se passe? La fonction qui a été déclarée proprement dite a un résultat. Mais la deuxième dit quoi? On no, on co, type error. Expression is not a function. Il vous dit là que la deuxième n'est pas une fonction. N'est pas une fonction. Donc c'est ce qu'il faut donc ici essayer de voir. Qu'est-ce qu'on va donc dire? On va dire quoi? On va dire quoi? Les fonctions qui sont déclarées en fait sont évaluées avant toute instruction dans le même contexte. Est-ce que vous comprenez ça? Donc toutes fonctions qu'on va déclarer seront exécutées avant toute instruction dans le contexte. Donc quel que soit où j'ai déclaré ma fonction, si je pars l'appeler à quel que soit l'endroit où j'appelle, il va aller chercher cette fonction-là en fait. Donc je peux même écrire ma fonction en haut, je ne vais pas l'utiliser en bas. Il peut écrire ma fonction en bas, je l'appelle en haut. Il va s'exécuter sans problème. Mais maintenant, à la différence avec les expressions de fonction, c'est que les expressions de fonction seront, elles, évaluées après toute instruction qui les précède. Donc, si vous ne pouvez pas, en fait, déclarer une fonction expression et l'appeler en haut du code, ça ne va pas fonctionner. C'est ce qui se passe, en fait. Donc,
Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous avez créé une fonction expression, c'est en bas que vous allez l'appeler. Donc, c'est après le code en question que vous allez l'appeler. À la différence, en fait, avec les fonctions déclarées, proprement dites, partout, donc même si je viens ici en bas, j'appelle, elle va fonctionner. Je viens ici en haut, j'appelle, elle va fonctionner. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? Donc, les déclarations de fonctions sont évaluées avant toutes les instructions. Donc, vous voyez, avant toutes les instructions, je peux appeler cela. Or, les expressions de fonctions, elles, sont évaluées après toutes les instructions. Donc, c'est après les instructions aussi qu'on peut faire appel à elles. À la différence qui est le contraire pour la seconde. J'espère que c'est clair pour vous à ce niveau. Donc, ça, c'est ce qui concerne en fait les fonctions. Donc, on a fini avec les fonctions. C'est assez simple. Il n'y a pas trop de notions. Il n'y a pas trop de notions comme en C++. Donc, les fonctions sont assez simples. Vous déclarez vos fonctions. Les fonctions peuvent prendre des paramètres, ainsi de suite. Donc, vous pouvez définir des paramètres comme vous voulez, ainsi de suite. Il n'y a rien de compliqué là. C'est juste pour organiser votre code. Alors, on va entamer une autre partie qui est la partie vraiment qui va nous intéresser. Parce que là, c'était juste les bases qu'on est tenté de vous donner. On a donc terminé avec les bases en ce qui concerne le JavaScript. Là, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. On va donc entamer avec ce qu'on appelle le DOM. Je vous ai parlé du DOM lorsqu'on commençait notre cours.